je suis analyste chez Forrester, un cabinet d'études et de conseil. On est 1300 personnes dans le monde. On est indépendant et on regarde tous les aspects liés aux technologies, à la transformation numérique. Et la mobilité est un des 4 axes de recherche stratégique chez Forrester. On va d'ailleurs publier, il sera disponible officiellement le 24 juin, un livre qui s'appelle le Mobile Mind Shift. Et vous allez me dire pourquoi on publie un livre physique. Il est aussi disponible évidemment en format numérique sur Amazon. Mais c'est parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés, notamment de grands groupes, ne réalisent pas forcément les enjeux stratégiques associés à la mobilité. Et il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire, notamment dans certains comités de direction, pour réveiller les gens par rapport à la révolution mobile. Parce qu'on pense effectivement chez Forrester que le mobile va être une révolution plus puissante que le PC ou le web auparavant. Parce qu'en fait, le mobile est souvent perçu comme un canal digital. Un autre canal digital à rajouter. Alors qu'en fait, on pense que c'est beaucoup plus que ça, c'est un levier et un catalyseur qui va transformer l'ensemble des organisations. Alors je vais évidemment mettre en perspective l'environnement applicatif et le marché des applications par rapport à cette notion de mobile mind shift. C'est un peu difficile à traduire en anglais, mais l'idée c'est que le mobile fait plus que changer la façon dont on vit et dont on communique. Le mobile change nos attentes en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que consommateur. Et d'une certaine façon, est en train de reprogrammer nos cerveaux. On est devenus tous complètement dépendants de nos téléphones. On veut avoir accès immédiatement à de l'information, à des services en temps réel. Et ça, c'est un changement qu'on a tous fait en tant qu'individu, mais que beaucoup d'organisations n'ont pas fait. Et donc, si on resitue un peu ce qui s'est passé sur le marché, on pense qu'on va passer d'une logique mobile first au mobile comme catalyseur de transformation business. Et ça va aller au-delà du digital. C'est-à-dire que pendant les premières années, on était un peu sur l'approche shrink and squeeze, c'est-à-dire qu'il fallait forcer un site web à rentrer sur un petit écran. Évidemment, ça n'a pas très bien marché. Donc après, on est passé sur une approche davantage orientée sur ce qu'on appelle mobile first, où on s'est dit il faut repartir de la feuille blanche, il faut penser mobile d'abord et designer des services. On pense qu'on commence à rentrer dans une ère que nous on appelle les moments mobiles, où il s'agit d'anticiper les besoins des consommateurs, d'avoir une approche différente, de repartir du parcours client sur un parcours client. Ça suppose de mettre en place des nouvelles méthodologies, tout ce qui est données comportementales, données ethnographiques, pour bien comprendre les enjeux et comment le mobile change les attentes des consommateurs, pour pouvoir anticiper le besoin d'un individu, d'un consommateur, quand il se connecte à une application. En gros, on a 5 secondes, 5-10 secondes, quelques secondes, pour convaincre un utilisateur d'utiliser une application. Et si elle n'est pas personnalisée, si elle n'est pas contextualisée, la personne passe à autre chose. Et on pense que, et ça commence déjà à arriver pour un certain nombre de sociétés, je pense à McDonald's en France et à d'autres acteurs qui font les choses bien, ça devient un enjeu de transformation business. Et c'est ça dont je vais parler en mettant en perspective le marché des applications mobile. C'est un marché aujourd'hui qui est très significatif. D'après le fameux rapport Mary Meeker Internet Trends, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu, on parle, grosso modo, si on inclut la pub mobile avec, d'un marché aujourd'hui, à fin 2013, de 38 milliards de dollars. Alors évidemment, ça paraît toujours important quand on parle en milliards. Ça n'inclut pas évidemment l'ensemble des transactions qui se font tous les jours dans cet écosystème, tous les rachats qui ont lieu, que ce soit au niveau AppDev, au niveau Analytics, de sociétés de push notif, de tout cet écosystème qui gravite autour des applications. Là, on parle bien des revenus qui sont générés directement ou indirectement via des modèles freemium depuis les applications. Et on voit ici que la partie pub mobile en rouge, elle croît évidemment, mais elle n'est pas aussi significative. Parce que les annonceurs sont souvent un petit peu lents à réaliser la réalité du marché et le fait que leurs consommateurs ont shifté et sont passés, eux, sur les applications mobiles et passent beaucoup de temps dans les applications mobiles. Et pourtant, il y a certains marchés où la pub mobile décolle vraiment. Là, ce sont nos prévisions de marché sur le marché américain. On était à un peu plus de 7 milliards de dollars à la fin de l'année dernière. On estime qu'on va passer à plus de 25 milliards dans quelques années. Alors,
Pour mettre ça en perspective, le marché anglais, qui est le marché le plus mature en Europe, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Le marché français, si on inclut tout, c'est-à-dire pas simplement ce qui est évalué par le SRI et le display, mais si on inclut à la fois du search, du in-app, la pub locale, etc., on est plutôt aux alentours de 400, 500 millions d'euros. Donc un marché qui est quand même plus significatif, mais qui reste petit. Donc c'est une des façons de monétiser les services. Malheureusement, si votre business model est fondé exclusivement sur la pub, il faut quand même avoir des audiences sacrément significatives pour pouvoir en vivre décemment. Et du coup, il y a la problématique de paiement, le paiement des applications mobiles, et on pense, au-delà du jeu, qui représente la majorité des revenus aujourd'hui, et la présentation de la personne sur la santé était assez intéressante, on pense que le mobile couplé aux produits connectés va permettre de générer une prime sur les applications mobiles. Typiquement, que ce soit des bracelets ou que ce soit des thermostats connectés, comme Nest, quand ils sont couplés avec une application mobile, qui devient la télécommande du quotidien, on a un service qui est amélioré et qui permet de faire un certain nombre, qui donne le contrôle au consommateur et qui lui permet de gérer au final ses propres services. Et donc ces marques sont délivrées comme un service. Typiquement avec Nest, si vous réalisez des centaines d'euros d'économie d'énergie par an, en gérant votre thermostat à distance, vous allez être prêt à payer une surprime pour accéder à ce service. Et si on resitue un peu il y a toujours le débat web contre apps, ce sont des données de Fleury que vous connaissez peut-être, sur le temps passé au sein des applications, où au final, d'une certaine façon, le temps passé sur le browser est limité, on parle de 14%, par rapport au temps passé, vous voyez ici, c'est très significatif sur les jeux et aussi sur les réseaux sociaux et les applications d'instant messaging. Alors ce sont des données Fleury, vous pourrez dire, bon peut-être c'est parce qu'ils ont un écosystème spécifique autour du gaming et de certaines apps, mais c'est consistant avec ce que nous on peut constater par ailleurs et ce que d'autres acteurs reportent. Peu importe le split, on est majoritairement sur un temps passé dans les applications. Ça ne veut pas dire, loin de là, que le browser est mort. Au contraire, je pense qu'il va évoluer de manière très significative. On peut offrir des services bien plus rich media et accéder aux capteurs, il y a tout un tas de services à travers des applications, mais pour des marques notamment, la logique de browser et de web mobile va continuer à se développer. Et si on regarde par rapport au marché mondial, vous avez probablement vu ce chiffre qui paraît toujours impressionnant parce que dès qu'on parle en milliards de dollars, ça impressionne, c'est le dernier chiffre qu'Apple a communiqué sur les revenus versés aux développeurs. Donc les 2 tiers, sachant qu'eux gardent 1 tiers au-dessus de ça. Ce qui paraît beaucoup, mais ce qui au final pour Apple est relativement peu, puisque sur un trimestre donné, ils vont générer plutôt quelques dizaines de milliards de dollars de profit. Donc l'enjeu, évidemment, pour eux, c'est de créer cet écosystème d'applications et de monétiser sur des environnements premium. Alors évidemment, tous ces chiffres, ça attire beaucoup de monde, beaucoup de startups qui veulent se lancer, créer et devenir la nouvelle application à la mode. Le problème, c'est que la distribution n'est pas très équitable. Il n'y a que quelques applications, quelques développeurs qui arrivent véritablement à en vivre. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à regarder ce que fait Vision Mobile. Ils ont une étude qui est disponible et qui mesure la perception des développeurs. La réalité du marché, c'est que 60% des développeurs sont ce qu'ils appellent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 500 $ par application et par mois. Donc effectivement, on n'en vit pas forcément très bien. Donc c'est tout ça pour remettre un peu en perspective, au-delà des chiffres qu'on entend et du nouvel Eldorado des applications, il y a aussi une réalité du marché qui est un petit peu difficile. Et si on situe ça sur un écosystème mondial, aujourd'hui, c'est un écosystème qui reste dominé majoritairement en termes de revenus par iOS. Si vous additionnez le orange et le rouge, c'est iPad et iPhone, la majorité des revenus sont tirés aujourd'hui de l'environnement iOS. Ce n'est pas vrai en volume, en usage et en paiement, ça reste majoritairement iOS. Il y a quelques exceptions, vous verrez le bleu sur la Corée. Évidemment, c'est lié au taux de pénétration Samsung, et c'est vrai aussi au Japon, un marché qui évolue complètement par rapport au domaine applicatif.
Vous allez me dire, la Chine est un peu une exception. C'est vrai parce que, évidemment, Google Play n'est pas disponible là-bas et qu'il y a 70 Android Store, donc c'est un marché extrêmement fragmenté et un petit peu différent. Mais au global, c'est une tendance qui reste vraie. Et je voudrais juste remettre toutes ces perspectives et ces tendances de manière plus large par rapport à cette notion de mobile mind shift que j'évoquais tout à l'heure. Cette idée qu'au final, à travers les applications et à travers les services mobiles, le mobile change nos attentes. Et plutôt que d'égrener des chiffres, je voudrais partager avec vous une image que vous connaissez forcément parce qu'elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, mais qui pour nous résume très très bien ce changement et c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire la couverture de notre livre. C'est cette photo qui a été prise à Saint-Pierre-de-Rome il y a à peu près 1 an, où au moment où le pape est apparu sur le balcon, les pèlerins qui attendaient depuis 2 jours dans la pluie ont sorti leur téléphone et ont eu un moment mobile. C'est-à-dire ils se sont dit on veut faire partie de l'histoire, on veut enregistrer ce moment, on veut prendre une photo et on va la partager sur Instagram, Nimbuzz, Flickr et Vine et autres. Et en fait, il y avait une personne qui était là, qui était un journaliste de la Associated Press, qui lui a pris cette photo-là. Et c'est pour ça qu'elle est devenue très très célèbre, parce qu'il s'est dit, il y a un autre phénomène de société qui est en train de se passer, c'est pas simplement l'histoire qui est en train de s'écrire avec le nouveau pape, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde utilise son mobile et ça change fondamentalement les attentes. Et la façon dont on définit Mobile Mind Shift, c'est cette idée que je peux obtenir ce que je veux dans mon contexte immédiat en fonction de mes besoins du moment. Et ça, peu de sociétés ont réalisé les implications que ça pouvait avoir. Nous, on pense que ça va fondamentalement changer le cœur de business d'énormément de sociétés. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on touche et qu'on a cette interaction avec son écran, et on en a des centaines par jour, en moyenne 150, et encore c'est qu'une moyenne, ça veut dire que les heavy users, on est plutôt à 200, 250, ça a des conséquences en cascade énormes sur les sociétés, sur leurs process, sur leurs plateformes, sur leur organisation. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas encore forcément mesurées et qui ne sont pas réellement mises en place. À tel point que la raison pour laquelle on pense que c'est une révolution, c'est que ça va générer plus de changements et des changements plus profonds que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Quand je parle de changement des attentes, ce n'est pas simplement l'attente d'avoir un site web mobile ou une application mobile. C'est le fait que vous avez jusqu'à un possesseur de smartphone sur 4. Je dis bien de smartphone, c'est plus élevé pour les possesseurs d'iPhone ou de Galaxy S5 ou S4. Vous en avez quasiment 1 sur 4 qui dit s'attendre à ce que son expérience change en fonction de la localisation, du lieu où il se trouve. Donc pour pouvoir réaliser ça, ça suppose un certain nombre de changements, ça suppose de pouvoir servir les consommateurs dans leur moment mobile. Le parc de smartphones va augmenter, donc c'est pour ça que c'est un phénomène mondial et qu'il y a beaucoup plus d'innovations qui se passent aujourd'hui dans les marchés émergents, dans des marchés comme la Chine, qui vont directement sur la case mobile, sans passer par la partie PC et web, avec un écosystème d'applications qui va croître de manière significative. On sera au moins à 10 millions d'apps sur l'App Store dans quelques années. Et ça va générer un changement, une réorganisation des entreprises, une réarchitecture de leur système d'information. On prévoit que les sociétés vont dépenser 189 milliards de dollars pour réingénierer leur architecture informatique, leurs services et tout ce qui va autour des applications et des services mobiles. Alors, 189 milliards, c'est bien joli, c'est sympa les analyses, ça pond des chiffres dans tous les sens, on ne sait pas ce que ça veut dire. Concrètement, je vais vous donner des exemples très très concrets de sociétés qui font ça et qui mettent ça en place, autour de notions de systèmes d'engagement qui vont bien au-delà du mobile et qui intègrent aussi les réseaux sociaux pour avoir des logiques d'analyse prédictive pour anticiper justement les comportements des consommateurs en fonction d'où ils se trouvent. Nike investit 200 millions de dollars aujourd'hui dans ces systèmes pour réingénierer cette approche et utiliser le mobile comme catalyseur du changement. Morgan Stanley, 300 millions de dollars. Home Depot, qui est un retailer américain, le PDG a annoncé il y a 1 mois qu'ils investissaient 1,5 milliard de dollars. Alors je ne vous dis pas que c'est juste pour du mobile.
c'est tous les enjeux associés à ça, de re-engineering de l'information, en particulier pour des retailers qui sont sur des logiques cross-canal. Donc des enjeux très significatifs. Mais pour pouvoir faire ça, il faut d'abord commencer à répondre aux besoins du consommateur. Et il y a un certain nombre de sociétés qui le font plutôt bien. Vous allez reconnaître des logos dont vous êtes forcément familiers, des boîtes qui sont majoritairement mobiles, très mobile-centriques, qui ont été créées il y a très peu de temps et qui, pour certaines, sont valorisées des centaines de millions, voire des milliards de dollars. WeChat est un bon exemple. La société, grosso modo, n'existait pas au début de 2011. C'est plus de 400 millions d'utilisateurs actifs aujourd'hui. Et c'est une approche inverse de Facebook. C'est-à-dire que Facebook est en train de splitter ses apps avec une constellation d'applications, Messenger, etc., Paper et autres. WeChat, eux, ça devient la plateforme digitale en Chine. Ils intègrent tout, y compris les paiements. On peut faire plein de services intégrés dans ce type de services. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Facebook vient de recruter le PDG de PayPal, pas simplement pour mettre en place les paiements, mais parce que c'était un vrai innovateur. Et avant d'être le PDG de PayPal, il avait créé une start-up qui s'appelait Zong et qui avait été rachetée par PayPal. Donc il y a plein d'exemples comme ça, mais l'enjeu c'est de vraiment servir le consommateur dans ces moments mobiles. Et juste pour illustrer ça, je vais prendre un exemple dans l'industrie aérienne. Comment améliorer ces moments mobiles? Typiquement, si vous vous connectez à votre application 2 jours, à l'application d'Air France ou peu importe la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez, vous allez vouloir probablement changer votre réservation. Si c'est 2 heures avant d'embarquer, vous allez vouloir savoir à quelle heure vous partez, de quel gate, et éventuellement, si vous avez un statut privilégié, accéder à la lounge ou avoir des services plus personnalisés. Et ça, tout au long du voyage ou pendant le vol, vous allez vouloir avoir ce que Delta et d'autres sociétés comme Emirates commencent à proposer, du Wi-Fi directement, donc avec d'autres services. Et donc pour réaliser ça, ça paraît simple sur le papier, mais il faut, et c'est là que le boulot commence, changer les plateformes, les process, parce que ça va taper dans des systèmes d'information différents, tout ce qui est système de tracking de voyage, tout ce système de points de fidélité, de réservation, de booking. Et c'est ça qui suppose un re-engineering. Et donc cette notion de mobile comme catalyseur du changement, on va pouvoir récupérer énormément de données et d'insights directement depuis tous ces capteurs qu'il y a dans les téléphones mobiles, depuis les réseaux sociaux, depuis tous ces objets qui sont connectés, et connecter ça avec ce qu'on appelle les systems of record, c'est-à-dire en gros tout ce que vous savez déjà de vos consommateurs, leur comportement passé, leurs achats, leurs préférences, tout ce qu'ils ont exprimé. Et matcher ça avec des données publiques de type quel temps fait-il, quels sont tout ce qui est open data mis à disposition par les gouvernements, de la cartographie. Et si vous matchez tout ça dans une logique prédictive pour anticiper les besoins des consommateurs et savoir à quel moment ils vont se connecter avec leur application, c'est là où vous pouvez réellement développer des services qui sont davantage contextualisés et davantage personnalisés. Alors évidemment, c'est plus compliqué pour des grosses boîtes parce que ils ont déjà des systèmes informatiques complets à revoir. Et c'est pour ça qu'il y a des startups beaucoup plus agiles qui sont capables de mettre ça en place. J'ai réalisé le buzzer. J'ai plus une minute, donc je vais résumer rapidement parce que j'en suis à la fin, pour vous dire, pour mettre ça en place, on pense qu'il faut avoir une vraie discipline business, avec 4 étapes clés. C'est un petit acronyme qu'on a créé à IDEA pour que ce soit facilement mémorisable. C'est l'idée qu'il faut d'abord identifier ses moments mobiles et le contexte associé. Quelles sont les motivations de la personne? Quels sont ses besoins quand il se connecte en fonction du lieu et du moment et en fonction de sa situation personnelle. Une fois que vous avez développé ça, c'est de designer l'expérience. Et il faut mettre ensemble, évidemment, des designers, des gens du marketing, du business, et aussi des gens de l'IT et de l'informatique pour que ça fonctionne. Après, il faut ingénierer toutes ces plateformes pour pouvoir changer les process, l'organisation, passer sur des méthodologies agiles, etc. Et la dernière étape, c'est probablement la plus importante, c'est tout ce qui est analyse, utiliser les mobile analytics, c'est fantastique ce qu'on peut faire avec pour faire évoluer l'application. Et évidemment, ça ne s'arrête jamais, c'est un cycle itératif, et c'est pour ça qu'on parle du cycle ID. Et juste pour résumer et pour finir, le point essentiel, c'est vraiment de dire, et c'est particulièrement vrai pour des grandes sociétés, soit vous servez vos consommateurs dans leur moment mobile, soit c'est quelqu'un d'autre qui le fera à votre place.
Et évidemment, il y a beaucoup plus d'informations dans le livre qui est publié. On a interviewé 200 responsables d'entreprise, du fondateur de Uber, de sociétés extrêmement innovantes, jusqu'à une quarantaine de sociétés en Europe, en Chine, au Japon, etc. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez évidemment me contacter. Et vous pouvez également télécharger les 2 premiers chapitres du livre avant sa publication officielle le 24 juin sur le site de Forrester.